Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. La loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a été approuvée à la Chambre des députés. Il revient maintenant aux sénateurs de plancher sur le document. Le candidat de la paix peut compter sur les vaudouisants. La Confédération nationale des vaudouisants endosse sa candidature. Poursuite du procès du présumé kidnappeur Clifford Brandt. Les avocats de l'accusé réclament sa libération pour des raisons de santé mentale. Les députés ont voté mercredi en séance en faveur du rapport d'analyse des modifications apportées à la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dans la foulée, ils ont adopté le texte de la loi amendée. La loi sur la modernisation de l'unité centrale de renseignement financier, UCREF, sera examinée ce jeudi, a indiqué le député Price Cyprien, qui insiste sur la nécessité de préserver l'autonomie de cette institution afin qu'elle ne devienne pas un outil de persécution politique. Il revient maintenant au Sénat de la République de plancher sur le document. Rappelons que la première séance de travail du Sénat n'avait pas pu se tenir, faute de quorum, après le départ du sénateur Karl Murat-Cantave, qui avait justifié son geste en expliquant qu'il ne pouvait pas se prononcer sur un texte qui portait la signature de Joslerm Privert. Le procès de Clifford Brandt se poursuit au tribunal de première instance de Port-au-Prince. L'un des avocats de l'homme d'affaires a plaidé mardi l'irresponsabilité mentale de son client. Maître Jean-Barnave Chéron s'est basé, pour justifier cette demande, sur le rapport des experts en santé mentale qui disait dénoter que l'accusé souffrait de troubles borderline. Au cours de cette journée d'audience, les deux avocats de l'homme d'affaires, respectivement Jean Bérette Bergman et Jean-Barnave Chéron, ont tenté de convaincre le juge en siège, Joseph Jedilien Fanfan, de libérer leur client afin qu'il puisse se faire soigner. Ils ont réclamé l'application du droit humanitaire dans le cadre de ce procès. Le secteur vaudou endosse la candidature de Jude Célestin pour les présidentielles du 9 octobre prochain. La Confédération nationale du vaudou haïtien, KNVA, a annoncé que les vaudouisants se reconnaissaient à travers le programme politique de Jude Célestin du parti La Paix. Ainsi, sans aucune réserve, le secteur soutient la candidature de M. Célestin, affirme Alix E. Compa, un responsable de la Confédération. C'est vaudouisant qui toujours vraiment le dernier mois. Il y a des candidats qui viennent là, vaudouisants qui viennent faire point, faire magie, faire un gars. Mais au moment où ils arrivent pour eux, parler de ça que Vaudois, ils viennent peur pour être capable de mettre Vaudois comme religion à part ego. Nous t'attendons de plusieurs candidats à la présidence, et maintenant nous t'attendons de président Jude Célestin, et que finalement, c'est une décision arrêtée, nous convenons ensemble que nous avons marché avec le président Jude Célestin. Secteur Vaudois, qui croit fait par la KNVA, qui est la Confédération nationale vaudouise haïtienne, maintenant nous avons un seul côté que nous allons aller avec candidat Jude Célestin et que 9 octobre, ouais par ouais, les arrivé, nous mettons Jude Célestin dans le palais national et parce que c'est lui-même que les vaudouis entendaient qui rejoignent des idées à vaudois. C'est lui qui vaudou convaincu que si c'est parmi toutes les options que nous entendons, si c'est président Jude, qui n'avait pas de persécution sur nous, il n'a pas banalisé nous, il n'a pas traité nos parents pauvres, nous n'avons pas d'institution sociale encore, mais j'ai toujours fait avec nous, c'est qu'on a marché avec le président Jude Célestin, c'est sa mobile conférence de presse. Célébration ce jeudi de la Journée mondiale de la physiothérapie. Discipline peu connue de la population, l'association entend marquer ce jour en faisant de la sensibilisation à travers les différents médias de la capitale. Pour le président de cette association, Richard Elie Romage, la réhabilitation et la physiothérapie constituent un domaine nouveau pour les Haïtiens. Parce que assez souvent, par manque d'éducation au niveau de pays, et réhabilitation, c'est un domaine qui est peu connu. Référence en réhabilitation pas fait attendre. Donc, assez souvent, nous avons toujours des patients qui toujours retourner vers un spécialiste que l'il y a pour parce que pas une prise en charge complète qui fait de patients. Donc, c'est là l'importance pour nous que ce n'est pas un domaine à part, sinon que nous travaillons dans tous les domaines. Nous travaillons avec patients, surtout ces jours-ci, nous connaissons un combat qui est assez courant. C'est messieurs motocyclettes qui ont fait accident dans la rue, qui ont une fracture, côté que les os cassés, etc. Il y a l'autre risque tout avec
Moi, les pinières, côté moun assez souvent dans le langage et zodoa directement pour qu'on comprenne plus bien. Et c'est nous faire prévention sur tout aspect ça. Et même les fins en orthopédiste que les supposés référents à l'habilitation, certes, fracture consolidée, côté les os cassés, les reprend. Mais on suivi qui pour faire parce qu'on réhabilitation musculo-squelettique côté que muscle supposé renforcer parce que là après accident il y a atrophie qui posée côté que muscle vient plus petit il y a raideur dans l'articulation donc sont différents aspects et même pour patients qui fait stroke etc. donc c'est le même aspect à tout stroke là dans le langage courant que les crises de tension jetée ou mon a gain en bon encore qui paralysé donc c'est là intervention de physiothérapie en côté que nous réhabiliter mon à gagner un maximum de fonctionnalité et suite avec la maladie. Ça. Le ministère de l'Agriculture, de concert avec l'organisation IFER International, ont inauguré un canal d'irrigation à Saint-Louis dans le département du Sud. Les responsables du ministère en ont profité pour distribuer des têtes de bétail et des volailles aux agriculteurs. À cette occasion, le directeur général de IFER, Herville Chérubin, a demandé à la population de Saint-Louis de bien entretenir le canal qui leur servira pour l'irrigation de leurs plantations. Canal là, c'est un canal qui va irriguer près de 450 KO de terre dans la communauté Solon. Alors, zone ça sont zone qui ne fait du riz, mais qui pas fait du riz encore, ça fait des années parce que pas de l'eau. Alors nous-mêmes nous monter canal là, nous fait canal là pour eux, qu'on a gagné de l'eau dans la zone là qui va permettre canal là avancer. Canal là commence à opérer pour qu'on finisse complètement net parce que tout ça on fait faut oublier tester pour finir regarder qui j'en bail à avancer. Mais pour la production de fait sur près de 252 carottes et hectares déjà, qui sont fait couper en juillet là, nous produisons pile du riz, nous produisons pile patate. On y a là, l'autre saison qui va l'entrer là, nous distribuons près de 9,7 tonnes de semences dans la zone qui va permettre de produire sur 197 hectares pour du riz et puis nous avons monté au Kijan pour faire du riz. La Fondation Digicel a déjà dépensé cette année 8,3 millions de dollars pour la mise en œuvre de l'ensemble de ses activités. Ces chiffres ont été dévoilés dans le cadre de la présentation du bilan annuel de l'institution pour l'exercice 2015-2016. Reportage Éloge Milfort et Léel Paul. Nous sommes à la salle Aïzan de l'hôtel Marriott. Dans cet espace, la directrice exécutive de la Fondation Digicel vient de procéder au lancement du rapport annuel de la Fondation pour l'exercice 2015-2016. Entre construction d'écoles et subventions pour des projets communautaires, Sofia Stransky a donc tiré un bilan positif des activités de la Fondation. Depuis 2012, là, nous avons lancé ce programme-là, nous avons plus que 1500 personnes qui touchent par le programme formation. Et puis nous avons différents projets. Année ça, nous avons financé 27 différents projets communautaires qui ont bénéficié directement plus de 57 000 personnes à travers des départements. Les réalisations sont grandes et la Fondation Digicel ne veut pas en rester là. Des projets profilent à l'horizon. Et pour y parvenir, la directrice exécutive appelle à la contribution des employés de la Digicel. Pour cette période-là, nous investissons plus que 8,3 millions de dollars à travers différents programmes. Nous avons un objectif, par exemple, pour le premier programme, qui c'est construction de l'école, pour nous atteindre 175 écoles d'ici 2017. Année ça, nous construisons 11 écoles et nous commençons l'autre 10 constructions, qui fait qu'à date, nous finissons d'inaugurer 161 écoles et nous avons continué à travers les différents moyens pour nous arriver dans 175 en 2017. Lancée le 5 mars 2007, la Fondation Digicel est une organisation à but non lucratif dirigée par un conseil de direction de 9 membres. L'éducation est son secteur prioritaire d'intervention. Pour Télémétropole, Éloge Milfort et Léel Paul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.